Vous aurez compris, on vient d'ici. On est Marseillais, et c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait qu'on a voulu parler de la Méditerranée. On n'est pas vraiment d'ici, c'est vrai. Mais les Soutadins, on vous aime d'amour. Un peu plus que les Niçois, j'espère que vous faites un peu d'amis dans la salle. C'est pour une des raisons pour lesquelles on a voulu parler de la Méditerranée. C'est un poumon bleu. Je ne vous l'apprends pas, vous l'aurez déjà appris avant ça, et puis à mon avis, si vous êtes dans cette salle, c'est que vous êtes déjà touché. D'ailleurs, je tiens à dire un mot sur ce sujet, parce que souvent quand on diffuse ce documentaire, on le diffuse à des gens qui sont déjà un petit peu sensibles à tous ces sujets de protection. Et je vous invite, je sais que c'est un peu le rappel que tout le monde fait, mais à faire venir dans les salles des gens qui sont moins sensibles, qui sont même un peu plus fermés à la protection, au maintien de la vie marine, de l'écosystème, etc. Parce que ce sont ces gens-là qu'il faut aller chercher à la maison, dans notre entourage d'abord, autour de nous, chez nos amis, dans nos familles, etc. C'est vraiment important. Mais merci déjà à vous tous d'être là. J'espère que vous apprécierez la projection qu'on va faire, dans laquelle on aborde évidemment les problématiques historiques notamment, parce qu'à Marseille, ils nous ont fait voir des vertes et des pas mûres dans le XXe siècle, donc on revient un petit peu sur ces éléments-là. Et puis surtout, on a voulu mettre en lumière des chercheurs, des savants, des gens que j'aime appeler les sachants, qui sont souvent dans l'ombre en fait, qui travaillent toute l'année une quantité d'heures astronomiques au fond de leur laboratoire, et qui sortent des dossiers par centaines, des pages et des pages, que les gens un petit peu, j'ai envie de dire, comme les garçons et moi-même, ne lisons pas forcément, ou du moins auxquels on n'a pas accès facilement. Et ça vaut encore plus le cas pour les plus jeunes. D'ailleurs, on s'est fait un immense plaisir à diffuser ce documentaire dans les écoles, dans les lycées qui ont bien voulu nous accueillir. Andrea, combien de lycées on a eu l'occasion de faire? Excusez-moi, le compte, je l'ai perdu. 6, 8 8. Et presque 800 élèves, ouais, je crois, avec les réunis, voilà. Donc, et c'est vrai que là, l'intérêt se fait grand, puisque les jeunes, en fait, ne sont actuellement pas les jeunes que nous étions il y a 20 ans. Je peux vous garantir qu'à 15 ans, vous m'auriez parlé de la Posidonie, je n'aurais eu pas la moindre idée de ce que c'était. Aujourd'hui, les jeunes de 15 ans savent parfaitement ce qu'est la Posidonie à Marseille, je vous le garantis, on a pu le voir de nos yeux. C'est parfois difficile à croire, je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit « Oh non, la jeunesse aujourd'hui, ils sont terrifiants, ils ne savent rien, c'est faux. » Ils sont au courant, ils savent qu'un mégot de cigarette, ça pollue 500 litres d'eau, je ne l'aurais pas su non plus à l'époque. Donc c'était un plaisir de le faire, et j'espère qu'il aura cet effet aussi sur vous de remettre un peu de positivité, parce que je dis beaucoup de choses négatives, mais il se veut positif, ce documentaire, et j'espère que les images que vous verrez vous mettront un peu de baume au cœur. Ah, je sais ce que j'ai oublié, je vais te laisser le dire. Oui, bonjour à tous déjà. Pour compléter un petit peu ce que disait Richard, aussi pour nous c'est important de préciser que ce projet c'était un projet jeunesse qui a été financé par la Commission européenne. Donc jeunesse parce que ça a été financé par le fonds Erasmus+, mais aussi parce que dans sa conception, on voulait vraiment impliquer des jeunes issus de tout milieu. Donc on s'est associé avec des associations à la fois de protection de l'environnement, avec beaucoup de jeunes, comme par exemple Clean My Caland, vous le verrez dans le documentaire, mais aussi des jeunes en situation de handicap, avec l'association 21 Rêves, et des jeunes un petit peu éloignés de l'emploi, avec une association de mobilité internationale, mais qui travaille avec ce public, qui s'appelle Eurasianet. Et en fait, pour concevoir notre documentaire, au début, nous, on n'avait pas beaucoup d'idées sur ce qu'était la pollution liée à la mer Méditerranée. Donc on s'est dit, on va ramener un petit peu ces sachants dont Richard parlait tout à l'heure, et on va organiser des conférences avec ces jeunes-là, et on va voir les questions qui vont être posées pour voir ce qui est accessible, ce qui l'est moins, etc. Et on a vraiment essayé de faire un résumé très compact de toutes les informations qu'on a pu soit entendre, soit lire, soit observer à travers des documentaires, etc. Donc ça a été aussi un projet participatif dans lequel on a essayé de mettre beaucoup d'informations de manière simple, ce qui n'était pas simple du coup. Mais voilà, on aura l'occasion d'en discuter à la fin, j'espère. Donc on vous laissera juger par vous-même aussi, mais c'est important de le dire. Simplement, je crois que c'est une ancienne version, c'est possible qu'il y ait un fichier manquant. Sur cette version, je l'ai vu passer au diving, c'est possible qu'il y ait un fichier manquant. Ne vous inquiétez pas si c'est ça, je vous laisse imaginer les poissons à ce moment-là, ça dure une demi-seconde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour ce documentaire. Je ne l'avais pas vu, moi j'ai attendu de le voir en grand format, donc je trouve ça chouette. Et j'ai bien aimé aussi le recours aux images historiques, en fait, parce que finalement notre mémoire elle est toujours très courte, et c'est bien de rappeler en fait quelles étaient les situations il y a quelques temps, et pas si vieux que ça, parce que ça nous permet de prendre un peu de recul par rapport au travail qui a été fait. Voilà, nos amis sont aussi là pour répondre
à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Oui, attendez, j'y vais. Du coup, j'en profite pour vous remercier tous et toutes pour l'attention que vous avez portée au documentaire. Merci beaucoup pour nous, c'est hyper touchant forcément. C'est notre premier. Il y avait beaucoup de silence et des regards concentrés, donc merci beaucoup. Je vous écoute, pardon. Ma question porte sur les pollutions anciennes que vous mettez bien en évidence. Et donc il y a des sédiments qui sont pollués. Et donc c'est impossible à dépolluer quasiment, mais est-ce que c'est néfaste ou c'est stable? Alors ça fait partie des questions techniques auxquelles les savants ont répondu, notamment lors des débats. Il y a d'autres jeunes qui l'avaient posé à votre place. Du coup, la réponse que donne, et c'est Madame Banaru qui est la même d'y répondre, la dame qui a un accent roumain que vous avez vu dans le documentaire, qui répond et qui effectivement précise que c'est pas que c'est peut-être lavable ou pas du tout. Ça ne l'est pas du tout, ni aujourd'hui, ni probablement dans les 5 prochaines années. On n'aura jamais la capacité technique de le faire. Pierre, arrête-moi si... non, c'est ça. Le danger, c'est un mix de divers éléments qui font que ça peut remonter en fonction de mouvements. Alors, on n'attend pas un séisme majeur en Méditerranée, évidemment, mais quand même la mer, ça bouge. Les poissons relèvent le fond, entre autres, et puis surtout, la plaisance, je sais que c'est un grand ennemi de Pierre, la plaisance fait beaucoup de mal au fond et aux sédiments, puisqu'ils sont relevés, arrachés, mélangés, secoués, et à ce moment-là, effectivement, ça remonte. Et une fois de plus, nous, comme le touriste lambda, se baigne. Donc ce sédiment qui soit au fond de la mer, ou qu'il ait été déposé sur le littoral, sur la côte, donc qu'il soit lavé par la pluie, ou remonté par le chalutage ou la plaisance, dans les deux cas, il finit par se retrouver à un moment donné sur notre corps, sur notre peau, et dans nos muqueuses, quelles qu'elles soient. Donc oui, c'est un danger, oui, c'est un peu grave, mais aujourd'hui, la solution, sur ce sujet-là, on l'a pas. C'est une pollution cachée, c'est toujours une pollution qu'on n'a pas encore découverte. Pour ajouter à la remarque, il y a les phénomènes d'upwelling qui font que quand le Mistral souffle, les eaux de surface partent au large et les eaux des profondeurs remontent. Moi, j'ai été... en fait, vous avez fait un peu mon CV hein, dans ce film. Parce qu'en fait, je suis le président d'une association de protection de l'environnement, Collectif Environnement. Mais avant ça, évidemment, j'avais une vie professionnelle. Donc, par exemple, la station d'épuration de Marseille, en 87, je l'ai en partie équipée. Voilà, on a vu des formidables vis d'Archimède qui ont été livrées voilà, par la société où je travaillais. Ensuite, vous avez parlé du nettoyage des calanques avec mon amie Hélène à côté. En 2001, c'est nous qui avons lancé Calanque Propre. Et on a mis en place Merterre. Hein. On parlait du collectif de personnes qui défendent cette partie-là à Montredon pour le nettoyage de l'usine, etc. Non, l'association Merterre, c'est l'association qui coordonne la plateforme RedMed et qui permet de bancariser en fait toutes les données à partir de l'opération Calanque Propre, qui est une opération qui se déroule une fois par an. La Ciotat, Cassis, Marseille, ensuite ça redonne Martigues. En 2001, on était 8, là on est 3060 structures, voilà. Et vous êtes les produits un peu vous êtes mes enfants, quoi. Je suis pas sûr que ça doit vous faire plaisir, mais on va pas parler. Non, mais ça nous va très bien, ça nous va très bien. Alors, le problème des bouts rouges, j'ai pas compris ce que tu m'as demandé. Oui, on va poser des questions. Je vais donner un petit Oui. peu Ah, pardon. Non, mais si quelqu'un veut le micro, je lui passe, il n'y a pas de souci. Ben, on attend que tu finisses pour passer des Donc, ouais, ma question, c'est de savoir, et la suite, qu'est-ce que vous voulez faire après? Eh bien, effectivement, alors merci de nous lancer sur ce sujet-là, puisque on est parti au démarrage de ce documentaire de zéro, littéralement, et c'est en rencontrant des bonnes personnes, Pierre entre autres, qu'on a appris des choses. Et dans notre recherche, notre quête de comprendre ce qui s'était passé, vient le sujet des bouts rouges, évidemment, assez rapidement sur la table. On se renseigne, on apprend, on regarde des documentaires, des choses qui ont été faites avant nous, et puis là on se rend compte que c'est une montagne en fait. Ça rentre pas. L'histoire des bouts rouges en elle-même ne rentre pas sur 50 minutes. Et nous, on avait 50 minutes pour parler de tout. Les bouts rouges, c'est une série Netflix qu'il faudrait faire.
en 2 parties. Voilà, mercredi Adams n'a qu'à bien se tenir, il faudrait vraiment qu'on fasse au moins ça. Et c'est un sujet indépendant, parce qu'il est tellement immense, et l'impact a été tellement grand, qu'on l'a évoqué pour respecter le sujet. Mais c'est peut-être notre partie 2, pour dans 2 ans. Voilà, c'est ma meilleure réponse. Et merci pour ce que vous avez fait avant nous. Merci. Question au fond. Vas-y. Non, parmi toutes les personnes que vous avez interviewées, est-ce qu'il y en a qui étaient carrément hors jeu et que vous avez éliminé? Est-ce qu'il y a des témoignages que vous avez oblitérés parce qu'ils étaient carrément à côté de la plaque? Alors, non. Non, franchement, toutes les personnes qu'on a interrogées, on les a mises dans le documentaire. Après, il y avait certaines personnes qui disaient à peu près les mêmes choses de manière différente, donc on a sélectionné les personnes qui exprimaient le mieux ou qui le rendaient peut-être le plus accessible ou le plus grand public, mais on a coupé personne. Par contre, on a eu certaines personnes qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas le temps, enfin des personnes un peu importantes pour nous dans le documentaire qu'on n'a pas réussi à toucher. Donc ça a concerné quelques scientifiques, mais aussi quelques personnes de la métropole aussi, et qui ne nous ont pas forcément donné une réponse favorable pour être interrogés. Mais voilà. Il y a quand même quelqu'un qu'on a sorti du sujet, parce qu'on a été contacté évidemment pendant la réalisation du documentaire, ça c'est su. On a été contacté, je ne dirais pas les enseignes, par des grandes enseignes de distribution d'énergie fossile, qui ont des présences sur le sol méditerranéen. Peut-être qu'on les ennuyait, peut-être pas, peut-être qu'ils avaient des choses à dire, mais à ce moment-là, leur manière de s'approcher de nous était de vouloir financer une partie, pour ensuite pouvoir donner leur avis sur la sortie, c'est-à-dire avec une forme de validation avant diffusion. Évidemment, ils sont tombés sur un os, puisqu'on est 3 Marseillais qui croyons dur comme fer à notre projet, et alors Tristan qui est juste ici, celui qui parle le moins parce qu'il n'est pas forcément à l'aise avec cet exercice, mais qui a monté et réalisé le projet en quasi-totalité, c'est lui, le vrai visage du documentaire. Et quand je lui en ai parlé, sa réaction ça a été, je ne peux pas le dire comme ça a été dit, je vais dévulgariser le sujet. Jamais de la vie, évidemment, quelqu'un ne mettra ses mains sur mon montage. Donc, je vous laisse imaginer le langage un peu plus chatoyant. Non, ça y est. Voilà, donc ça répond à votre question. Certains, oui. Merci beaucoup pour votre documentaire. J'ai une question, je reviens juste sur la question précédente et les baux rouges. Simplement, est-ce que vous avez d'autres références existantes que celle de votre documentaire ou la partie de Netflix à venir, qui n'existe pas encore du coup, si on veut approfondir la question ou juste arriver sur des documents vulgarisés, est-ce que vous sauriez nous recommander? Alors, je ne pourrais pas vous conseiller un document en particulier, mais par contre, si vous cherchez, vous tapez juste Bourges, n'importe où, vous allez trouver des millions de sources, vraiment. Sur YouTube, il y a énormément de documentaires dessus, plus ou moins longs, plus ou moins anciens, et après, il y a beaucoup de documents scientifiques sur le sujet aussi. Donc, je ne pourrais pas vraiment conseiller plus l'un que l'autre. En tout cas, il y a des vidéos qui sont très bien faites par Brut, très courtes, si jamais on va avoir un aperçu vraiment hyper global et pas approfondi du sujet. Et voilà. Après, il y a vraiment toutes sortes de documentaires, France 3, enfin voilà, il y en a plein. Je me permets de rebondir là-dessus. Moi, je suis chercheuse CNRS en océanographie et dans notre laboratoire, je suis responsable d'une équipe de chimie et ça fait presque 15 ans qu'on travaille sur ces rejets avec de très très nombreux projets, donc n'hésitez pas, je pourrais vous aiguiller sur plein de documents et d'informations sur ce sujet. Ouais, peut-être si je peux juste dire, ça s'est remonté dans mon esprit. Sur le site du Parc National des Calanques, il y a une série qui a été faite sur la pollution en mer Méditerranée. Et il me semble, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un épisode qui est un peu plus approfondi sur les baux rouges et c'est extrêmement bien fait aussi. Sinon, vous avez le livre du professeur Roger qui s'appelle L'histoire des baux rouges, un truc comme ça. Alors, il y a l'interprétation d'Auger sur l'histoire du beau rouge, mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il y a beaucoup de documents historiques en fait. Donc, du coup, vous pouvez faire un avis factuel sur les documents historiques, et puis après, vous pouvez ou pas adhérer à ce que dit le professeur Roger. C'est super ce que dit Pierre, parce que vous allez voir, c'est assez amusant. Rapidement, vous allez entendre certains documentaires qui disent c'est pas très grave finalement, ils n'ont pas fait tant de mal. Alors ça, vous savez par qui ils ont été payés tout de suite, vraiment c'est évident. Surtout sur 2025, je ne sais même pas comment ça a pu être diffusé à l'époque. Et puis d'autres qui diront que ça a été assez grave. On a mis un extrait nous, dans le documentaire d'un chercheur marseillais qui dit à quel point ça a été violent pour l'écosystème à ce moment-là. En tout cas, au moins localement.
sans vouloir extrapoler, je suis pas chercheur. À ce moment-là, vous savez que vous êtes un peu plus sur des données scientifiques quand même. Si vous n'avez pas de questions, j'ai une à vous poser, là. Je vous déjà posé, mais je la repose. C'est finalement arriver à... Enfin, c'était pas complètement intuitif de votre part de travailler sur ce sujet-là, en fait. Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à travailler sur cette thématique-là et comment vous sortez à la fin du travail par rapport au début où vous avez commencé à vous poser des questions sur le sujet, en fait. C'est intéressant de voir aussi votre analyse et votre évolution, en fait, par rapport au traitement du sujet, quoi. Qui n'est pas un sujet facile. Ah, bah merci Pierre pour la perche, parce que c'est vrai que je vous ai mal présenté au démarrage. Moi, à l'origine, je suis pâtissier. C'est ça mon vrai métier. André a travaillé à l'université Aix-Marseille et Tristan était chef de rayon dans les grandes surfaces. C'est ça notre histoire. On a un peu voyagé, on a eu la chance de visiter l'Océanie, de voir la nature et de se faire nous-mêmes notre propre expérience de la vie, en fait, tout simplement. Je crois que les parents disent souvent les voyages forgent la jeunesse. J'aime bien la redire, même si je suis jeune, parce que c'est très vrai. Et en revenant en France, ce qu'on voulait faire, c'est sortir des caméras pour filmer ce qu'on voyait et mettre un peu un sujet derrière des images, puisqu'on a longtemps fait des festivals, de la musique, on a travaillé beaucoup avec des rappeurs ces 10 dernières années. On s'est beaucoup amusé, et à l'approche de la trentaine, évidemment, on voulait faire des choses qui ont un peu plus de sens. Donc on a voulu chercher un sujet qui nous touchait. Les circonstances ont fait qu'on a rencontré à la même période de cette quête-là de vouloir mettre un sujet en image, Clean My Calanque. Qui est une association marseillaise que certaines connaissent avec Eric Acopian, évidemment, en cofondateur, parce qu'évidemment, ils font beaucoup de bruit sur la région. Et quand on s'est assis à sa table, ce Eric en question est un guerrier du plastique. Voilà, il ne supporte pas ça, et le macro-déchet, pour lui, est sa guerre absolue. On est parti de cette base-là, et nous, on est arrivés confiants de notre guerre contre les microplastiques, puis on s'assoit au bureau de Pierre, et Pierre, il nous dit, le microplastique... Désolé les gars, mais c'est pas le plus dangereux si on devait faire un classement. Elle est pas là la guerre. Alors évidemment, moi je saute de ma chaise, j'ai failli me blesser, Tristan a avalé du gel hydroalcoolique en sortant du bureau. Et en fait, les données parlent d'elles-mêmes. Moi j'aime bien les mathématiques. Et en fait, si on prend vraiment les données telles qu'elles sont, effectivement, Pierre dit souvent une phrase, aucun microplastique n'a créé un génocide sur une seule espèce. Elle est violente cette phrase, mais c'est très vrai. Je te remercie de me l'avoir dit, Pierre, parce que c'est très vrai. La plaisance, l'intoxication, la chimie a détruit des espèces, c'est vrai, des environnements. Pas le microplastique. Alors du coup, on a voulu mettre un peu en combat ces deux manières de voir la pollution et ses impacts. Les deux sont évidemment très importantes et il n'y a pas à les classer dans un ordre particulier. Mais certains sujets ont le malheur d'être dans l'ombre plus que d'autres, alors qu'ils mériteraient d'être en lumière. C'était un peu sur ces sujets-là qu'on a voulu aller sur le documentaire et c'est ça qui nous a amené à produire ça. Voilà. Merci, et puis bravo d'avoir de toute façon rectifié le tir, parce que je pense que ce qui manque souvent dans ces histoires d'écologie, d'environnement, de pollution, etc., c'est des prises de recul, et pas des a priori ou des idées toutes faites, et simplement redire, parce qu'à force de dire des idées toutes faites, ça devient des vérités, quoi. Et puis ceux qui bossent sur le milieu marin, ben, des fois ils ont du mal à comprendre ces vérités-là, donc c'est bien de pouvoir en parler, c'est bien aussi d'en montrer aussi les différences de perception qu'il peut y avoir, même sur le fond on se rejoint. On a toujours une histoire de compréhension, de durée dans le temps aussi, et d'analyse des problématiques, donc c'est la situation actuelle, et au milieu de tout ça, ben, c'est bien le fait de faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui travaillent sur le territoire, qu'ils soient institutionnels ou associatifs ou simples citoyens, arrivent à bosser ensemble, quoi. Et surtout ça, c'est bien mis aussi en avant, quoi. Oui, et merci aussi de mentionner, de rappeler que derrière toutes ces pollutions, même si c'est pas toujours suffisant, il y a des lois qui les encadrent et que ces lois évoluent dans le bon sens, que n'importe quoi n'est pas fait en fait, qu'il y a beaucoup de contrôles et que ça progresse, mais que c'est lent, c'est un travail de long terme et de réajustement. C'est vraiment dans la durée que ces lois, ces conventions gèrent et encadrent les pollutions. Merci. D'ailleurs, quand on a rencontré Madame Banaru, moi j'ai une maman qui est très marseillaise, vraiment, imaginez le cliché de la maman marseillaise, vous l'avez, c'est ma mère. Quand j'ai expliqué à Madame Banaru et à ma maman que finalement, dans les années 80, se baigner à Marseille, c'était pas la folie, et manger les moules comme ça, sur le bord d'un rocher au lec, c'était pas génial. Madame Banaru m'a dit, mène-moi ta mère, je veux lui faire des analyses de sang. Et ça m'a un peu marqué. Je la répète souvent cette anecdote parce que c'est vrai qu'il y a un empoisonnement qui est moins grand aujourd'hui grâce à la législation. Et on le doit quand même à un certain nombre de personnes. Mais ça se fait sur la durée et ça se fait sur la globalité. Ça, c'est
vraiment un point qui est hyper important, pas protéger une espèce. C'est impossible de protéger que le mérou, ça sert à rien en fait, à l'absolu. Protéger l'ensemble des espèces, c'est essentiel pour la protection du milieu marin dans son ensemble. Merci, plus de remarques. On va poursuivre. Merci. Merci, messieurs, en tout cas.